l'âme d'une chineuse, d'une collectionneuse. Comment vous avez deviné? Parce qu'on n'est pas ici par hasard. On n'est pas par hasard. C'est un endroit sacré pour moi. Parce que ça résume toutes les cultures. L'art du beau. Et c'est très, très amusant de trouver l'objet idéal au milieu d'une marée de cochonneries. Bon, est-ce que vous êtes joueuse? Oui, bien sûr. Forcément, il faut être joueuse pour venir ici. Dans ce temple, tout s'achète, tout se vend. Et pas n'importe comment. Ah non. Aux enchères. D'abord aux enchères et aux mains de grands experts qui sont les commissaires-priseurs. Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose ici? J'imagine que oui. Plein. J'ai acheté plein de trucs. Des réussites en général. Comment vous la décririez, l'ambiance à l'intérieur? Il y a une petite fébrilité. On sent qu'il y a des gens qui viennent chercher un objet précis et puis il y en a d'autres qui se baladent et qui regardent les acheteurs. Est-ce qu'il y a un objet en particulier que vous aimeriez acquérir? Je suis à la recherche d'un service à café. Bonjour Macha Merrill. Bonjour Miss France 24. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Comédienne, romancière. Dans cette émission, on va revenir sur votre carrière, sur votre culture éclectique. On va bien sûr parler de votre dernier roman. Mais avant, je vous propose qu'on aille visiter ensemble cet hôtel Drouot. Et c'est vous qui avez choisi de nous emmener là. Je pense qu'on va avoir des surprises. Allez, on y va. Allons chercher mon service à café. Quel que soit le jour ou l'heure, l'hôtel Drouot attire une foule de curieux en quête de l'objet rare. Chaque année, des centaines de milliers de lots s'échangent entre ces murs à un prix variant de 1 euro à plusieurs millions d'euros. C'est la plus ancienne institution de vente aux enchères au monde. Un lieu très codifié où l'on trouve de tout, du tableau de maître à la petite cuillère en argent de la grand-mère. Quelqu'un de très Bonjour, important. Macha. Bonjour Jean-Claude. Quel plaisir de te voir. Maître Jean-Claude Binoche. Vous êtes commissaire-priseur. Qu'est-ce que c'est qu'un commissaire-priseur? Un commissaire-priseur, c'est une sorte de grossiste en chef-d'œuvre qui, avec son petit marteau, passe aux enchères les objets qu'on lui a confiés et essaye d'en tirer le maximum, tout en respectant quand même l'acheteur et en faisant en sorte que chaque objet, chaque chose fasse à peu près le prix du marché. Au prix juste. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que on a l'impression d'être dans une ruche. Oui, mais vous avez environ 5000 personnes qui passent tous les jours. C'est un petit peu la bourse des objets d'art. C'est-à-dire que vous avez Alors tu sais ce que je 16 fais, moi salles. Je mets mes lunettes pour qu'on ne voit pas mon regard. Pour que le commissaire-priseur qui est chargé de cette vente ne sache pas ce que j'aime. Tu vois? Oui. Regarde, tu vois? Alors ça, c'est Peut-être, magnifique. Tout le service, dis donc. Ça, c'est 2 vases de l'éveillé. C'est beau, c'est joli. C'est comme de la tout. même époque que Gallet, tu vois, c'est Oui. c'est 1910. Ils sont solidaires entre les commissaires. Et ça s'appelle une table d'accoucher. D'accoucher? D'accoucher? Pourquoi? Ça s'appelle une table d'accoucher parce que quand vous le soulevez comme ça, vous pouvez le mettre sur le lit. On peut le mettre sur quoi? Bon, Macha, qu'est-ce qui est séduisant ici? Est-ce que c'est dénicher l'objet rare ou faire une bonne affaire? Non, c'est se faire l'œil. Ouais. On se développe en voyant tous ces objets, ces beaux objets. Le bel objet, il surgit, il apparaît. Hein, même si on n'y connaît rien, C'est vrai. n'est-ce pas? Ouais. Surtout quand Tout on de a- suite, il attire l'œil. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'attirait comme ça dans la possession des choses. C'est pas du tout la possession. Moi, je me suis aperçu que c'était l'envie d'en priver les autres, en fait. Venez entendre, parce que c'est très amusant, l'enchère. L'époque 1950 et commencer à 5 000 euros pour cette très jolie bague. 5 5 000. 000. Vous êtes plusieurs. 200. 200. 500. 500. 600. Dernière chance. 6 800. Mais Jean-Claude, qui peut vendre, qui peut acheter et qu'est-ce qu'on peut vendre? Tout le monde peut vendre. Ouais. C'est des ventes publiques. Et même, on a interdiction de refuser l'entrée à qui que ce soit. C'est vrai? Ah ouais, donc c'est vraiment le Les marché salles, totalement les ouvert. portes doivent être ouvertes. Si elles sont fermées, la vente est nulle. J'ai 50. 100 euros pour la table salle à manger. On y joint des chaises, référence 162. Il y en a 40. 110, Madame Moreau. Adjugé 110. Extraordinaire. Incroyable. Le bureau ovale. Quel En est fait, dit? c'est Attends, un décor qui va être vendu. moi qui prétends Oui, avoir alors, des Macha, aspirations Macha. présidentielles, Voilà. je vais voir ce qu'elle fait, ça fait. Hello, how are you? C'est amusant, hein.
Macha, on commence par la littérature. Des livres, vous en avez écrit beaucoup de toutes sortes, mais celui-ci a une saveur particulière. C'est un roman russe. Vania, Vassia et la fille de Vassia sont les 3 personnages principaux de ce roman. Ils sont en quête d'un avenir qui les réconcilie avec leur passé de cosaque. Mais chacun lit cet avenir de manière différente. Ça n'a pas dû être facile d'écrire sur cette question essentielle de l'identité. Oui, vous savez, je suis d'origine russe. Je ne m'appelle pas Macha Meril, vous savez ça. Je m'appelle Marie-Madeleine Vladimirovna Gagarina. Alors, que je vous dise tout de suite, les Cosaques, ce n'est pas du tout mon milieu. Nous étions des Russes blancs, immigrés, cosmopolites. Mes parents parlaient toutes les langues. Les Cosaques, c'est tout à fait à part. Ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas géographique, c'est un ordre militaire. Ils vivaient entre eux et surtout, ils maintenaient les traditions. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que je voulais que mon héroïne parte de très loin, qu'elle parte d'un groupe de personnes qui vit mal. Donc je voulais qu'elle fasse tout le chemin pour devenir une haute fonctionnaire dans la société française et qui soit l'exemple de la réussite. Le déclic pour écrire ce livre, il est arrivé dans la nuit du 1er décembre 2018, alors que votre mari, Michel Legrand, revenait d'un concert donné à la Philharmonie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce livre, je le devais à Michel. Il disait, un artiste ne doit non seulement pas s'arrêter, mais tout le temps s'atteler à quelque chose de plus difficile, de nouveau, et d'être un peu débutant face à ce qu'on va faire. Et un jour, il est rentré de ce concert, je savais que ce serait le dernier, parce qu'il était fatigué, très fatigué. Il m'a dit, tu sais, j'ai tout fait, j'ai joué, j'ai tout. Il était fier comme un enfant. Et dans cette nuit-là, tout d'un coup, j'ai eu l'idée de mon sujet. Est-ce qu'il en a lu les premières pages, Oui. Michel? Alors, j'ai eu la chance d'avoir écrit suffisamment pour qu'il lise les 100 premières pages. Il était très content pour moi. Et vous savez, il est parti soulagé, parce qu'il savait que j'étais sur mon chemin. Macha, vous semblez défier le temps. Il n'y a pas de temps mort dans votre vie. L'an passé, par exemple, vous avez écrit ce livre. Vous êtes parti en tournée avec cette pièce de Stefan Zweig, La légende d'une vie. C'est la première fois que la pièce est jouée en France. Et donc, vous êtes la première à avoir incarné Maria Folkenhoff. Est-ce que c'est jouissif d'être la première à se glisser dans un costume? Ah, c'est formidable. Parce que, d'abord, cette pièce, c'est une pièce qui devrait être dans le répertoire. Et c'est un miracle qu'elle n'ait jamais été jouée. Donc, vous vous rendez compte, la chance. Et en plus, ce personnage-là. Parce que, étrangement, il y avait des liens entre ce personnage et moi. Et surtout l'idée de cette voyageuse, d'une femme qui vient de loin et qui amène quelque chose qu'elle a récolté ailleurs. Ah, elle aimerait bien savoir si elles ont été brûlées, ces lettres. Et si vous allez pouvoir continuer à mentir tranquillement. Je ne peux pas croire que vous les ayez détruites. Elles concentrent toute votre angoisse, ces lettres. La comédie, c'est l'une de vos grandes passions depuis toujours, sur les planches, mais aussi et surtout au cinéma. S'attaquer à votre filmographie, c'est comme s'attaquer à l'Everest. C'est vertigineux parce que vous avez tourné dans près de 70 films. Quel a été le personnage le plus agréable pour vous à jouer? Une télévision, Colette. Quand j'ai fait Colette de 25 à 73 ans, ça contenait absolument tous les exploits que peut faire une actrice. C'est-à-dire à la fois se plonger dans un personnage qui n'était pas moi du tout, d'en devenir l'avocate, et puis aussi le vieillissement, c'est-à-dire de faire ces choses qu'on peut faire qu'au cinéma, c'est les maquillages de vieillissement, c'est passionnant. Quel est le rôle qui vous a donné le plus de fil à retordre? C'était un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé après, qui s'appelait Profondo Rosso, ça s'appelle Les frissons de l'angoisse en français. Et c'est un film de Dario Argento. Je passais à travers la fenêtre et alors j'avais une journée entière des carreaux collés autour du cou, donc je pouvais pas bouger comme ça. Et ça m'a foutu les jetons, ce truc, que je puisse mourir si longtemps, si longuement. Quel est le réalisateur ou la réalisatrice qui vous a révélé vraiment à vous-même? Et là, je ne vais en citer que quelques-uns, mais vous avez tourné avec les plus grands, Romer, Vadim, Godard, Blier, Piala, Lelouch, Varda. Alors, c'est aucun de ceux-là. C'est un garçon qui s'appelle Guy Gilles, avec qui j'ai fait des films un peu confidentiels, que j'ai produits d'ailleurs avec lui, qui s'appelle Au pan coupé, et un autre qui s'appelle Le crime d'amour. Si tu joues l'atout, le cœur est gagnant. Le trèfle, à 4 feuilles, il porte bonheur.
Ce garçon, il était un poète. Vraiment, un espèce de... un peu un Cocteau, comme ça, qui avait le sens des images. Et c'est un film, pour moi, c'est peut-être le film que j'ai fait qui va rester à la postérité. Vous êtes une grande voyageuse, vous avez quitté la France à plusieurs reprises pour mener votre carrière aux États-Unis, notamment en Italie également. Qu'est-ce que vous gardez de ces deux périodes? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces deux périodes? Les États-Unis, c'était tout à fait au début. Je voulais aller à l'Axo Studio. C'était une expérience formidable. Et puis j'ai eu de la chance parce que pour gagner ma vie, je travaillais comme assistante du plus grand photographe qui s'appelle Richard Avedon. Et donc j'ai eu cette expérience inouïe. J'ai rencontré tout New York, Andy Warhol, Irving Penn, les grands artistes de Koning. Enfin bon, donc je suis tombée dans des années inouïes. L'Italie, c'est autre chose. C'est la politique. Vous savez, j'étais très éprise du Parti communiste italien. Et donc, j'ai rencontré Berlinguer, j'ai rencontré Alberto Moravia, j'ai produit d'ailleurs un film de Pasolini. J'ai fait beaucoup de choses en Italie, beaucoup plus intéressantes qu'en France. Naturellement, chacun de ces voyages correspond à une histoire sentimentale. Ça, c'est ça la vie des femmes. Hein. Un homme, une maison. Un homme, une maison. Et donc, j'ai évidemment beaucoup aimé l'Italie et un Italien. Pas qu'un d'ailleurs, j'en ai aimé plusieurs. Dans son Paris des Arts, Macha Merrill nous présente le pianiste de jazz Hervé Célin, qui rend hommage à son mari, Michel Legrand, dans un album ayant pour titre Dedication. On y retrouve les plus belles mélodies, tout le génie du compositeur disparu en janvier 2019. Un album qui nous rappelle que certains artistes sont immortels. Bravo. Alors, tu vois, c'est la première chanson qu'a écrite Michel Legrand. Alors, je vous présente mes amis, Hervé, Célin et Claude Egea. Enchantée. Qui étaient des très proches de Michel. Voilà. Un mot de cette chanson, Hervé, donc la toute première de Michel. Oui. Bah, une chanson, comment dire, intemporelle, inoubliable, universelle, de laquelle on avait dit, et c'est Eddie Barclay qui lui avait dit ça marchera jamais, c'est trop compliqué. Cet album, il s'appelle Dedication. Dédication, voilà. Aussi, on pourrait. Ça n'a pas tellement d'équivalent en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça qui m'a plu, parce que justement, c'est à la fois le dévouement, l'hommage, le respect, l'amour, et surtout, j'ai trouvé une définition qui me plaisait beaucoup dans un dictionnaire anglais, qui est le fait de faire quelque chose parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, à votre avis, de cet album? Il aurait été étonné, parce que Hervé est arrivé à réduire pour deux, en duo, des musiques symphoniques. Donc c'était un petit exploit, et ça, je crois qu'il aurait beaucoup aimé ça. Alors, aller puiser dans le répertoire de Michel Legrand, c'est un défi. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre, vous, dans cet album? J'ai voulu justement renforcer le défi et aller mettre les chansons les plus connues. Essayer aussi d'en proposer une version personnelle, aventureuse, en ayant toujours, comme je le dis, l'image de Michel qui peut me regarder de là-haut ou de derrière, en lui disant, voilà, j'ai écrit ça, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es content de ce que j'ai fait? Et alors je l'imaginais en train de me dire, ah oui, ça c'est bien, non, non, fais pas ça. Bon, et vous, alors, comment vous avez trouvé votre part dans cet album? Écoute, c'est une idée d'Hervé, il me dit, écoute, viens chanter. Alors je dis, écoute, moi je chante pas, je suis pas chanteuse. Par contre, je vais dire une chanson, et il m'a trouvé une chanson exceptionnelle qui s'appelle Celui-là, et qui est un peu un autoportrait de Michel. Oh. Alors, si vous voulez, on va essayer de vous la chanter. Avec un immense plaisir. Celui-là qui tenait dans sa main la jeunesse et la gloire et l'amour. Celui-là qui vivait pour demain le combat de chaque jour. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil
Et c'est l'heure à présent de soumettre Masha Merrill au questionnaire des internautes. C'est d'avoir été aimée par Michel Legrand. Ah, parce que ma génération, on croyait que le théâtre, c'était bourgeois, poussiéreux, et j'étais une jeune révolutionnaire de la nouvelle vague. Ah, ça, c'est impossible. Je les ai tous aimés, mais j'aime encore plus le prochain, celui qui aura envie de me filmer tel que je suis aujourd'hui. Merci Masha Merrill. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Masha Merrill sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Merci. À bientôt. À bientôt. Elle était nue en dessous, hein, merde. Une réinterprétation surréaliste de l'architecture haussmannienne. On s'en fout. Oui, c'est pas très beau. Celui-là.